Bonsoir. Vous rappelez-vous, chers amis, avant que l'Algérie ne bascule dans l'indicible horreur des années 90, vous rappelez-vous ces voix de leurs maîtres et tous ces relais périphériques du régime qui qualifiaient à l'époque Hussein Ait Ahmed, Abdelhamid Mahri, Rabbi yarhamhum, et d'autres grandes voix aussi, comme celle de Salim Amellah d'Algeria Watch, rappelez-vous, et de ces infatigables résistants, de ces vrais démocrates, et non pas des demi-crates, qui s'étaient fait les défenseurs de la volonté populaire, même s'ils n'étaient pas du même bord que ceux qui avaient été élus, qui avaient tout entrepris pour réconcilier les Algériens les uns avec les autres et leur éviter la terrifiante tragédie dans laquelle ils allaient être précipités par ces autoproclamés sauveurs de la République. Vous rappelez-vous? Vous rappelez-vous comment ils avaient été livrés à une presse mercenaire, aux politicards de service? Vous rappelez-vous? Comment et avec quel acharnement ces gens avaient traîné dans la boue ces grands militants. Ils les avaient qualifiés de traîtres, d'agents de l'étranger, d'ennemis de l'Algérie, parce qu'ils avaient refusé le diktat d'une junte de putschistes et le fait accompli d'un coup d'État. Aujourd'hui, après ces fleuves de sang qui ont coulé et qui ont été passés en pertes et profits, sans autre forme de procès, après cette fabuleuse aventure du Hirak qu'avaient vécu les Algériens et surtout après cette sordide récupération qu'il avait récupérée, le Hirak, que de la direction même aujourd'hui de ce qui fut le plus grand parti vraiment démocratique, celui fondé par Hussein Ait Ahmed, le FFS, eh bien, du cœur et du sommet de ce FFS, des militants algériens qui appellent au boycott de cette autre farce électorale. Ils sont montrés par la direction de ce parti, sont montrés du doigt, stigmatisés, qualifiés de traîtres à la nation, de mercenaires aux ordres des ennemis de l'Algérie qui tentent de la déstabiliser, de saper son unité. Écoutez. اشخاص او من الدوائر اللي تروج واللي تشجع على العزوف السياسي والانتخابي. اولا النوع الاول وهو اخطرهم هما الناس اللي يزرعوا اليأس والناس اللي يحاولوا من خلال العزوف انهم يضربوا استقرار الجزائر وحدتها وزعزعة سيادتها. هذو الناس في كثير من الأحيان هما تابعين لمخابر أجنبية ولأجندات هما ما همش أصلا متحكمين فيها. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un peu tout ça. Je ne vois pas le titre de l'émission, ça serait... Nous allons le mettre dans un petit instant. J'ai le plaisir d'avoir ici avec moi, donc on va parler de tout ça, des élections, et de cette stigmatisation éhontée qui utilise les mêmes termes que ceux qui avaient stigmatisé Ait Ahmed Rabbi yarhamhou, Jilali Mahri. Et donc, pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Samir Bellatesh, militant pour la démocratie en Algérie, écrivain. Samir, merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Salutations à l'équipe technique et aux téléspectateurs, qu'ils soient au bled ou à l'étranger, dans la diaspora. Merci, Samir. Et en visio, nous allons avoir tout à l'heure avec nous Rachid Hachani, chargé de communication du RCD. J'espère qu'il sera des nôtres.
Alors, Samir, moi j'avoue, j'ai été choqué que ça vienne, par exemple, de Bengrina, que ça vienne de partis et d'autres. Ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais que ça vienne du FFS, après que le FFS ait participé aux élections présidentielles. Rappelez-vous. Oui. Alors qu'ils savaient, le FFS, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. C'est des gens très, très formés, ils ont une bonne formation politique. Donc, ils savaient qu'ils n'avaient pas une chance d'emporter ces élections sur 1000 milliards. Pas une chance sur 1000 milliards. Et pourtant, ils ont été. Et donc, ils ont été juste pour cautionner le régime qui allait, lui, non pas accepter les élections et le choix du peuple, mais désigner celui qui devait être président. Et ils y sont allés déjà. Chose que Aït Ahmed n'avait pas fait. Quand il avait senti un tout petit peu comme ça, il s'est retiré de ces élections. Il faut réécouter Aït Ahmed à ce propos, comment il analysait les choses. Il faut revoir, et je pense que l'autre fois avec le collègue de NATV, on avait vu le petit extrait de Aït Ahmed qui participait à un forum, il me semble, en Suisse sur les droits de l'homme. Et il a raconté, le pauvre, il était déjà très malade, âge très avancé. Il s'est rappelé quand Nzar lui avait envoyé un émissaire et qui lui avait dit, au moment où par la suite ils sont allés chercher Boudief Laïrahmou, qui a très mal fini, ils ont d'abord été chercher Aït Ahmed, et c'est Nzar qui lui a envoyé un émissaire, son ancien camarade du FLN, de la Fédération de France, et il lui dit, tu viens, Aït Ahmed, tu viens et on t'installe président. Mais Aït Ahmed, il était hors de lui. Il lui dit, mais comment je vais faire un truc pareil avec des généraux? Moi, me laisser désigner par les généraux pour exécuter leur agenda et leurs ordres. Et il dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai une conscience. Ça, et la vidéo existe sur le YouTube. Hein? Oui, absolument. Oui, oui. Moi, elle m'avait la vidéo, quand je l'ai vue, je me souviens, il venait juste il était encore vivant, là, oui. Il venait juste de la mettre en ligne, alors que lui, il venait juste de l'enregistrer en Suisse. C'était le fameux forum sur les droits de l'homme et le cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Oui. Et il y avait un auditoire qui a applaudi à tout. Il y avait Slimane Maïssa qui était parmi les invités. Il y avait d'autres invités. Exact. Et Aït Ahmed, on lui pose la question sur la participation ou pas aux élections. Il dit les élections locales dans les villages, les villes, etc., le maire, il dit on peut participer éventuellement, mais aux élections nationales, on ne participe pas parce qu'on ne veut pas cautionner un régime qui est illégitime. Ça, c'est Aït Ahmed. Et mon cher Djamel, regarde où on est le FFS actuellement, à quoi il est livré en fait. Je pense qu'il est livré à des groupes qui l'ont pris en otage. Et je pense que, moi, je pense... Il a rejoint, comme disait Aït Ahmed, peut-être, hein, je n'accuse personne, comme il disait avec sa fameuse formule, il a rejoint le râtelier, la mangeoire. C'est ça, il disait. On peut le dire comme ça. Dans le cas de l'Algérie, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que le discours qu'on vient d'écouter chez le camarade Aouchiche, c'est un discours que tu viens de... En fait, tu viens de rappeler un moment, je pense, important de ce parcours-là qui a fait que le FFS a changé il a changé de trottoir, on va dire. Pour le moins. Ouais, et c'est à l'occasion, je pense, c'est là où on l'a vu à l'échelle nationale, à l'occasion de l'élection présidentielle, où ils avaient participé à un moment où tous les Algériens disaient qu'il ne fallait pas participer. C'était le boycott le plus massif, depuis exactement. l'indépendance. Et c'est là qu'on entend, pour la première fois dans la bouche de la direction du FFS, sauf erreur de ma part, peut-être que je ne connais pas tout, ce discours-là qu'on a entendu aujourd'hui. C'est-à-dire que le Khawana, ils sont dangereux, ils roulent pour un agenda étranger qui veut déstabiliser l'Algérie, etc. Le même discours que les dictateurs purs et durs qui tiennent l'Algérie d'une main de fer, on le retrouve à la tête du FFS. Et juste pour finir cette petite introduction, Jamel, on commence par là, j'ai une petite pensée pour les amis du FFS qui sont des milliers, parce que moi, je suis, du moins de mon point de vue, pour eux, je ne sais pas, mais pour moi, je suis proche du FFS, je l'ai toujours été,
Et j'ai beaucoup de camarades au sein du FFS dans la base. Et eux, ils ont vécu ce transfert-là des choses, comment les choses elles ont changé au sein du FFS ou de la direction du FFS. Et ils l'ont très mal vécu. Ça a créé des remous à l'intérieur du FFS qui étaient énormes. On a vu pendant un congrès, ça a explosé à l'intérieur, ça a fait des débats très houleux et tout, parce que la base ne voulait pas que ça aille dans ce sens. Et donc, pensez à tous les camarades du FFS qui ne sont pas d'accord avec cette orientation politique nouvelle du FFS et de la direction du FFS qui, à mon avis, ne représente qu'elle-même, même si les militants du FFS, ils tiennent à leur instrument, à leur parti, c'est normal. Mais ils ne partagent pas cette tournure des choses, à mon avis. Moi, j'ai l'impression, Samir, que, vous savez, le Hussein Ahmed, Rabbi Rahmou, tellement il avait la hantise, c'est le mot, hein, de la police politique. Il avait ce mot à la bouche tout le temps. Il craignait les infiltrations. Alors il a fait en sorte que, en toute démocratie néanmoins, la base militante du FFS soit très disciplinée pour empêcher, pour qu'elle soit cimentée, pour empêcher les infiltrations justement. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que cette base militante est tellement disciplinée qu'elle a un tel respect pour sa direction, quelle qu'elle soit sa direction, qu'elle a fini par laisser faire, comment dire, une dénaturation de la vocation initiale, originelle du FFS. Au point où aujourd'hui, j'aimerais qu'on en discute un peu, Samir, aujourd'hui, la seule chose qui reste aux Algériens, la seule alternative possible entre se taire, se terrer et réagir, la seule, c'est quoi? C'est le boycott. C'est la seule. Et les Algériens l'utilisent d'une façon très... Ce n'est plus de l'abstentionnisme, c'est du boycott. Comme le dit le cher camarade aussi, s'il parle d'abstention, une sorte de nihilisme, les gens ne participent plus, ils ne se prennent plus en charge, etc. Alors que ce n'est pas ça. Il s'agit d'un boycott éminemment actif, politique. Absolument. Éminemment politique, Absolument. Éminemment responsable. Absolument. Pourquoi? Parce que les Algériens ont le choix. Soit ils font une révolution armée, et c'est le sang des Algériens qui va couler, soit ils font une révolution pacifique qui ne peut s'exprimer que par le boycott le plus total. Absolument. Et ils ont réussi. Ils ont réussi le législatif. Ils ont réussi le premier mandat de Tebboune. Des boycotts massifs. Ils ont réussi la constitution de Tebboune. Ils ont toutes les élections. Et moi, je prédis, Jamel-Din, sans faire Madame Soleil, comme on dit un peu légèrement, je prédis une réussite totale à l'élection qui arrive là. Le boycott, il va être énorme. Je suis comme vous. Je suis certain. Et c'est pour ça qu'ils paniquent, eux. Mais à la limite, paniquer pour paniquer. À la limite, on aurait compris qu'il utilise un message sibyllin qui puisse dire « attention, c'est de l'aventurisme ». Mais attaquer le peuple pour le traiter d'agent de l'étranger, qui ne cherche qu'à diviser les Algériens et à saper l'unité nationale. En fait, c'est une signature, Jamel-Din, non? C'est une signature. En fait, le fait qu'il se prononce comme ça sur ces problématiques, et il n'est pas le seul, en fait, on voit qu'au sein de la direction, je ne généralise pas parce que je ne connais pas tout le monde, mais je connais quelques-uns. Et le discours est le même. C'est une analyse de la situation qui se confond avec celle de la police politique. Absolument. C'est le même. Désolé de le dire, mais c'est exactement le même discours que Ouihia quand il y avait le Hirak au début. Le même discours. Vous voulez faire de l'Algérie la Syrie, vous voulez. Il y a des gens derrière vous. Maghrébien, il l'avait traité d'être un agent de l'étranger qui déstabilise l'Algérie de l'étranger. Eh bien, écoutez bien, c'est c'est exactement les mêmes accords. Comme ils disent. Comment on pourrait traduire terhib? Il terrorise. Terroriser. Mais ce n'est pas l'irhab, c'est terhib. Terhib, c'est terroriser. Terroriser. Au sens où je terrorise, le verbe terroriser. Terroriser les gens, leur faire peur. Leur faire peur.
L'action de terroriser. Leur faire peur pour qu'ils aillent voter. Oui, oui, c'est incroyable. Il nous disait, attention, vous allez voter, sinon il y a la NATO. NATO, exactement. Donc, les Algériens, ça fait des années qu'ils attendent. Ils n'ont pas vu NATO. Et surtout, quand ils font attention un petit peu à la politique, ils voient que les premiers alliés du NATO, c'est ceux-là même qui nous font la leçon tous les jours d'être à la solde des forces des pays du NATO, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et malheureusement, encore une fois, Djemeldine, une dernière phrase. Moi, ça m'a rappelé, j'écoutais ça, et puis j'écoutais ton intro, tu faisais le retour sur ce genre de choses. Oui. Sur Aït Ahmed, Allah yarhamou. Aït Ahmed aussi a été traité de traître. Mahri aussi. Mahri a été traité de traître. Salima Mellah que tu connais, c'est exactement la même chose. En 62, 63, 64, ceux qui n'avaient pas tiré une seule balle contre l'armée française. Yahya Abdel-Nour, pour qu'on n'oublie pas. Yahya Abdel-Nour, tu imagines. Ils avaient traité de traîtres tous ceux qui essayaient de réconcilier les Algériens. Oui, ou qui n'étaient pas d'accord avec eux politiquement. Oui. On ne va pas dire qu'on est supposé être tous d'accord ou être d'accord avec Aït Ahmed. Aït Ahmed est un opposant. Je veux dire, lui, il a un projet alternatif à celui du pouvoir en place, dans un cadre démocratique, il fait de la politique, il propose, les gens votent, etc. Un pays qui marche selon les règles démocratiques. Eh bien, dès que tu es dans cette posture-là ou cette position-là d'opposant politique, le plus pacifique qui soit, eh bien, on va te diaboliser. Mercenaires, 30 agents de on va t'insulter, etc. Unité nationale. Et si par malheur tu passes par l'aéroport d'Alger, tu finis dans les casernes de Bnakno. Voilà. Mais Samir, ce qui m'a vraiment révulsé. À la limite, qui m'a dit que les gens qui sont dans les partis maison, c'est des partis qui ont été créés par le régime, avec la bénédiction du régime, financés, leurs propriétaires, leurs dirigeants enrichis. À la limite, je comprends. Ils se battent pour la tambouille, pour la soupe. Les locataires. Les locataires. Mais que ça vienne d'un parti comme celui-ci. Historiquement opposant, c'est-à-dire il a une longue opposant histoire. À la matrice de l'indépendance. À mon avis, humblement je dis ça, c'est mon avis. Aït Ahmed, il a marqué le siècle dernier en tant qu'homme politique qui a tenu tête ou qui a mené avec ses camarades la révolution algérienne, qui n'est pas rien, oui. Et qui par la suite a tenu tête à une dictature sur des bases et sur des principes fondamentaux de droits de l'homme, d'égalité, de défense des gens. Depuis Boumediene. Oui, il a défendu des gens qu'on a jetés en prison. Je ne vais pas citer des noms, mais les gens, on les a jetés en prison. Il est intervenu personnellement pour les aider. Où il a fait une lettre au pouvoir en disant libérer un tel. Il est, je sais pas, il est avocat ou il est professeur d'université. Ne le mettez pas en prison. Il s'est battu pour les Algériens d'une manière franchement admirable, je veux dire, sans le mythifier. Il avait ses défauts, attention, mais c'est pas notre sujet. Il avait sa façon de gérer. Oui. Je pense qu'on a à redire sur sa façon de gérer le parti, etc. Mais c'est pas notre sujet, on n'est pas en train de faire. Mais il a marqué l'histoire de notre pays et je pense qu'il a marqué l'histoire du siècle dernier à l'échelle mondiale ou humaine, en tant qu'opposant qui n'a jamais flanché sur son opposition, comme l'ont fait d'autres, en fait, qui ont utilisé le sujet politique pour se retrouver dans des villas sur les hauteurs d'Alger ou à Marseille. Et Samir, il avait vu venir, lui, Mahri, beaucoup de militants de l'époque, ils avaient vu venir la tragédie qui allait sortir du coup d'État. Ils avaient prévenu, ils avaient dit vous allez faire couler des fleuves de sang. Absolument. Et pourtant, Aït Ahmed, c'était l'homme qui disait ni État policier. C'est pas un islamiste. Ni République islamique. Oui, ils l'ont accusé d'être un islamiste, ce n'est pas un islamiste. C'était un farouche opposant à l'islamisme politique. Oui. Mais il a défendu le droit. Oui. Il a voulu aller vers la réconciliation des Algériens parce qu'il savait sur quoi ça allait déboucher. Saint-Égidio, c'est en grande partie Aït Ahmed, ou là. Bien sûr, Aït Ahmed, Mahri et certains autres, exactement. Mais je veux dire, il y croyait. C'est une démarche.
En fait, Évidemment. ça te donne une idée sur la démarche du personnage politique face à la crise politique algérienne qui est très très grave, notamment dans les années 90. Il a une démarche. Moi, Une personnellement, démarche réconciliatrice, oui, parce qu'il avait oui, compris oui. que le coup d'État, c'était tout ce qu'on veut, sauf venant de gens qui se disaient les sauveurs de Ben la oui. République. Ben oui. Et Il puis le Aït Ahmed, savait. moi j'aimais beaucoup ça chez Aït Ahmed. Je ne le connaissais pas. Je l'ai connu après, dans une seconde étape de ma vie. Oui. C'est quelqu'un qui fait une très bonne analyse de la situation. Contrairement à beaucoup de politiques, y compris chefs politiques, qui ont des analyses politiques, dans beaucoup de cas, malheureusement, c'est boiteux. Oui. Tu sais, quand tu fais une mauvaise analyse de la situation, tu prends des mauvaises décisions, Oui. et 10 ans plus tard, تبان عليك يعني t'as ça parce que tu as fait une grosse bêtise et tu vas la porter comme une Toute ta casserole. vie. C'est comme ça en fait. Absolument. Donc en absolument. politique, il est très important de faire une bonne analyse de la situation. Aït Ahmed, il connaissait le régime algérien. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui a sauvé sa vie, parce que tous les opposants de la trompe d'Aït Ahmed, ils ont pris une balle dans la tête. Ah oui. Ouh là là là. Ou ils ont été corrompus. Oui, voilà. Et Aït Ahmed, Une des non. deux, ou Allah, l'une ou l'autre. oui, Allah, parce que Aït Ahmed, il connaît ses adversaires, il connaît leur façon de faire, il sait lire la scène politique, qui fait quoi, dans quel but et vers quelle direction ça va, et ça l'a protégé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses chez Aït Ahmed, humblement, bien sûr, mais Bien sûr. j'ai été lire ce qu'il a écrit, j'ai écouté ses déclarations, j'ai suivi ses positions politiques à des moments très difficiles de l'Algérie, la révolution, le coup d'État de 62 ou de 65, l'ouverture démocratique de 88 à 90, 91, etc. Les élections présidentielles auxquelles il a participé, puis avant de se 95, retirer. en bas de 99, Oui, exactement. oui, oui. Aït Ahmed, il a eu des positions. Moi, je conseille à tous les jeunes qui font un peu de politique, qui veulent comprendre, d'étudier ça. C'est-à-dire, c'est pas pour être un militant du FFS et tout. On a vu ce qui est devenu Oui. le parti politique FFS, mais pour apprendre à bien analyser les choses, à bien comprendre. Et puis, moi, j'ai l'impression, puisqu'on parle d'Aït Ahmed, Rabbi Yarhamou, que j'ai rencontré personnellement, on a discuté, plutôt, lui il discutait, Suisse moi je l'entendais, je l'écoutais. En Suisse. Ici à Paris. Et il m'a semblé, et ça m'a frappé, et j'ai gardé cette impression de lui. Et puis je me suis documenté sur lui pour essayer de comprendre un peu sa démarche. J'ai l'impression qu'il a la notion, la sensibilité des croisées des chemins. Il a son parcours, mais à chaque fois qu'une croisée des chemins se dessine sans vraiment se manifester, il la devine. Et il sait prendre le chemin qu'il faut. À chaque fois. Oui. Il n'a jamais commis d'erreur. Il a toujours Très bien. opté pour la meilleure voie. Oui, très bien. Moi, je dirais ça comme ça, chacun comment il apprécie les choses. Moi, je dis, il fait une bonne analyse de la situation. Absolument. Et quand on fait une bonne analyse de la situation, on prend les bonnes décisions, même si des fois on n'est pas d'accord. Je veux dire, tu ne prendras pas une décision qui fera de toi, je veux dire que tout le monde est d'accord avec toi, mais tu prendras une bonne décision. Des fois, sur le coup, elle paraît difficile, tu vas te faire des ennemis, mais l'histoire retiendra que tu as été du bon côté de la barrière au moment où il fallait être de ce côté-là. Et Aït Ahmed a toujours été comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il a mené à bien sa part de la révolution algérienne. Et de la même manière, mais moi je pense que Aït Ahmed, il a quand même de grandes capacités. En 47, 48, quand ils ont mis en place l'OS, Oui. l'organisation spéciale, Aït Ahmed avait préparé un document qui, dans un PDF de A4 comme ça, il fait 10 pages, je pense, quelque chose comme ça. Aït Ahmed avait 17-18 ans. Il a fait un document pour préparer la mise en place de l'OS, qui par la suite est devenu la guerre de libération, le FLN, Oui, etc. oui, On connaît oui. la suite. Mm. Mais L'organisation secrète. mais tu lis le document, Aït Ahmed, il avait 17-18 ans quand il a écrit ça, c'est extraordinaire. Il a fait une analyse politique de la situation locale, une analyse politique de la situation internationale, et il a positionné le fait d'aller vers la révolution dans ce schéma-là, ou dans ce contexte-là, national et international, qui était extraordinaire. Pour quelqu'un, un indigène comme il les appelait dans le temps,
et qui a 17 ans, qui vient d'un village perdu de sa région, etc., et qui a cette capacité à analyser les choses et tout, c'est celui-là, Ahmed, qu'on a retrouvé des années plus tard sur d'autres problématiques. Une vie remplie comme une pomme. Oui, voilà. Le Il a monsieur- laissé le FFS pour le peuple algérien. Moi, je dis, c'est énorme, le parti. Ça tourne mal actuellement, il faut le dire, hein. Moi, je ne condamne pas totalement le FFS parce que j'y ai dedans des amis, je crois qu'ils sont du bon côté de la barrière. Et ça reviendra, le FFS reprendra son chemin naturel, celui que lui a montré ou creusé son cours naturel, son cours naturel. duquel il a été détourné, Absolument. mais qui retrouvera son Absolument. cours naturel. Et c'est faut pas en douter. Ahmed, avec ses amis, avec qui il a fondé ça, et même avec les gens qui sont décédés quand ils ont essayé de résister au coup d'État de 62, 63, etc. L'histoire le retiendra. C'est Ahmed qui a fait ça. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, hein, l'un de ses camarades, de ses compagnons, un très bon ami à moi, Del Mouhoub, Rabbi Yarhamou. Et moi aussi, il n'y a pas longtemps, oui, exact. Alors, à partir du moment où eux, ils ont compris que en ce moment, leur pire ennemi, la plus grande menace après le Hirak, qui fait peser sur eux une véritable hantise, c'est le mot encore une fois, c'est le boycott. Samir, Nta, qu'est-ce que vous pensez du boycott? Est-ce que c'est une dynamique active, active qui peut provoquer des choses? Ou est-ce que, comme semble le suggérer M. Aouchiche, que c'est juste de l'abstention d'une foule qui ne sait pas qu'elle est manipulée par des mains étrangères? Voilà. Alors, à votre avis, d'abord, quelle est la nature de cette menace pour le régime qui est le boycott? Quelle est la véritable nature politique? Pourquoi ils ont cette hantise? D'abord. Et puis, nous verrons comment faire pour que ce boycott puisse avoir des fruits, pour qu'il ne soit pas inutile. Bonne question, à mon avis. Nous sommes appelés à discuter de ça ou à réfléchir sur ce genre de choses aujourd'hui, demain et après-demain, parce que je pense que that is the question. C'est ça le sujet, en fait, à mon avis. Et pourquoi ils ont la hantise? Moi, je dirais, sans faire le spécialiste ou le politologue, je pense que les politologues qui étudient le cas algérien sur de longues périodes, les étapes, son histoire, ses déterminants, etc., ils peuvent donner des explications, à mon avis, plus complexes et à mon avis, qui peuvent être très intéressantes. Il faut écouter certains politologues parler de ça. Entre autres, le Houari Addi qui analyse. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais ses analyses, elles le relèvent de la science. Ensuite, il faut les discuter. Tu vois, et moi, je dirais, juste simple observateur, militant de la base, et j'observe ce régime depuis une vingtaine d'années, à cause de ce qu'ils font à l'Algérie et tout ça. Du coup, on s'est accroché à ce sujet, on ne l'a pas lâché. Et en les observant, je pense qu'ils ont besoin de quelque chose de très important pour eux et dont ils sont dépourvus. C'est-à-dire qu'ils sont définitivement dépourvus de ce genre de choses ou définitivement incapables d'avoir accès à la légitimité. Ils ont besoin de légitimité. C'est un régime qui est illégitime. Il a une illégitimité qui est fondamentale, qui date de 1962, quand ils sont arrivés avec des blindés, au lieu d'aller discuter avec leurs frères pour essayer de continuer la révolution algérienne telle qu'elle avait conçu l'après-révolution, c'est-à-dire, il faut aller écouter Ahmed qui parlait en 62-63 du comment ils ont fait la Constitution, l'Assemblée qu'ils avaient réunie dans un cinéma, etc. etc. Et depuis ce temps-là, ces gens qui tiennent le pouvoir par la force n'ont pas de légitimité. Et ça les frustre, parce que tu as beau te faire fort, intelligent, et je tiens le pays, et j'ai des villas, et je peux voyager, mes enfants, ils ont des ranchs au Canada, etc. Mais le peuple ne te reconnaît pas. Tu n'es rien d'autre qu'un usurpateur du pouvoir quand tu n'es pas un prédateur ou même des fois un délinquant, etc.
Et ça, ils ne l'ont pas. Et le fait que les Algériens boycottent, moi, je pense que, comme le disent beaucoup d'amis du Hirak et tout, que c'est un signal du peuple algérien envers le régime et envers le reste de la communauté internationale qui regarde l'Algérie, qui est un partenaire, qui est un pays géostratégique, positionné géostratégiquement très important, etc. Le peuple algérien dit, nous ne reconnaissons pas ce régime. Ce régime n'est pas légitime. Et le fait de boycotter, et contrairement à ce que disent nos camarades communicants de la police politique, ils appellent ça, les Algériens ne veulent pas voter, ils n'y croient pas, ils sont nihilistes, ils ne connaissent pas leurs intérêts. Nous, quand on a fini de manger entre nous sur les hauteurs d'Alger, on va aller expliquer aux Algériens c'est quoi leurs intérêts, etc. Ça ne passe pas en fait. Les Algériens, la base, le peuple algérien dans sa majorité, il dit non, non, on ne reconnaît pas ce système. Comment dire, il le décrit. Le peuple algérien est en train de dire les élections ne sont pas vraies, nous ne participerons pas. Je crois que c'est la pierre d'achoppement. Les élections ne sont pas vraies, donc nous ne participons pas. Parce que le régime sait, le régime qui a toujours fraudé aux élections. Toujours. Depuis le colonialisme. Depuis le colonialisme, d'ailleurs. Ça a continué. Alors, le régime qui veut faire passer des élections truquées, il faut qu'il y ait du monde dans les bureaux de vote. Lui, il s'en fout pour qui tu votes. Vote pour qui tu veux. Comme l'a dit d'ailleurs... Ils font venir, désolé, ils font venir les appelés psekn, les appelés des casernes. Oui. Ça fait la risée des Algériens parce que les jeunes appelés, tu les reconnais tout de suite quand tu les lâches dans une cour d'école à côté des bureaux de vote et tout. Ils ont une façon de marcher, ils ont une façon de courir, ils ont une façon de faire la queue pour aller voter. Tous les Algériens les partagent sur Facebook en disant regardez comment les jeunes appelés, Djabou Askar, etc. Et ce que ne savent pas les Algériens, la plupart du moins, ce que ne savent pas, vous savez, avec l'encre dans le doigt, on ne peut voter qu'une fois. Donc, il ne peut plus faire voter les militaires plusieurs fois, dans plusieurs bureaux de vote. Sauf qu'ils ont trouvé un truc. Il lui dit, bon, tu vas voter dans tel bureau, mais tu vas aller dans tous les autres bureaux, car ils vont vous déposer. Ouais. Ils vous entrez avec les gens qui votent. Il les déplace. Et ils essaient de faire foule devant les caméras. De faire foule. Et la caméra, elle a le programme de NTV. Oui. Elle a le programme où il va y avoir foule militaire. Oui. En civil, bien sûr. Ben oui. Alors, des jeunes de 20 ans. Rachid Hassani est avec nous. Il ne peut rester quelques petites minutes avec nous. Il a un problème de voiture qui ne peut pas parquer. Il est en pleine circulation. Rachid Hassani, chargé de la communication du RCD, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci. Merci pour l'invitation. Salutations aux invités et salutations aux Algériens qui nous écoutent à cet instant. Merci. Samir Bellatesh est avec nous, militant pour la démocratie, écrivain. Alors, Rachid... je le salue. Merci. Rachid Hachani, qu'est-ce que vous pensez de ces partis politiques? On dirait qu'ils ont reçu une consigne de s'attaquer tous en même temps aux gens qui appellent au boycott. Et ils ne disent pas que c'est une forme d'expression politique, de refus, de rejet du régime. Et ils disent non, non, c'est pour déstabiliser l'unité de l'Algérie, ce sont des agents de l'étranger, ce sont des mercenaires, etc., etc. Et parmi eux, des partis politiques. Le FFS, pour le nommer, qui fut pourtant une cathédrale politique algérienne. Je vous laisse vous exprimer, Rachid Hassani. Oui, effectivement, c'est ce que nous entendons. Le problème, c'est que c'est une vieille rengaine. Quand l'Algérien s'exprime, il est caricaturé, son propos est dénaturé, il est attaqué, il est stigmatisé, alors que le boycott n'est qu'une expression politique, même si... pour cette fois-ci, le RCD a décidé de participer. Nous avons eu longuement l'opportunité d'expliquer les raisons de notre participation. Mais en tout cas, pour le RCD, la liberté d'expression est une valeur. La liberté d'expression
est un fondamental, fait partie de nos fondamentaux. Donc les Algériens doivent s'exprimer, les Algériens ont le droit de s'exprimer et le boycott est une expression politique, est une manière de s'exprimer, même si aujourd'hui nous appelons les Algériens à venir voter massivement pour les listes du RCD. Nous ne sommes pas contre et encore moins, nous ne sommes pas des gens qui aujourd'hui vont stigmatiser en tous les cas les Algériens qui ne vont pas aller voter. C'est tout à votre honneur, je vous en remercie, alors que vous participez à ces élections, pour des raisons que tout le monde connaît. C'est parce que vous avez déjà boycotté une fois et que si vous boycottez encore une fois, vous risquez d'être tout simplement suspendu, voire quasiment liquidé par la loi. Oui, effectivement, Jamel, si vous permettez, ça c'est la raison légale, c'est l'argument légal qu'on donne à notre participation, mais à côté, il y a des arguments aussi politiques. Nous avons convenu, nous avons conclu qu'effectivement, en attendant le grand changement qui doit advenir en tous les cas et qui va advenir à un certain moment, l'expression, les canaux qui sont offerts pour l'instant, les tribunes qui sont offertes pour l'instant, doivent être récupérés en partie par l'expression démocratique et notamment par les partis démocratiques et les militants démocratiques comme le RCD, comme le nôtre. Donc, nous avons décidé en tous les cas de nous batailler, de lutter pour récupérer des espaces d'expression, des espaces de liberté, des espaces politiques parce que nous étouffons, parce que le régime étouffe l'expression politique et aujourd'hui, chaque espace arraché à ce pouvoir, arraché au parti affidé du pouvoir, est un espace qui sera en tous les cas offert aux Algériens pour s'exprimer et qui sera une tribune pour les Algériens pour s'exprimer. Donc, nous ne prenons pas le boycott, non pas parce que sur le plan légal, nous sommes en tous les cas nous sommes appelés à participer au risque de perdre notre agrément, mais sur le plan politique aussi, nous avons conclu que, en attendant qu'advienne le grand changement, il faut exploiter toutes les surfaces, toutes les tribunes qui sont offertes sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. Alors, vous qui avez subi une opération de laminage, si je peux dire, vos listes ont subi une véritable purge, des invalidations injustifiées. Hein. Je pense par exemple à mes deux confrères Hassan Mouali et Nouren, hein, entre autres. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les jeux sont déjà faits, que puisque maintenant, contrairement à d'habitude où le régime n'intervenait qu'en aval, au moment du dépouillement, au moment de la fraude, au moment du bourrage des urnes, là maintenant il intervient en amont, il intervient avant que les candidats ne soient cautionnés, et il interviendra bien sûr en aval. Le comble, c'est que l'autorité indépendante, il s'avère qu'elle n'est pas indépendante du tout, puisqu'elle est directement sous la coupe de la DGSI, Direction générale de la Sûreté intérieure, un organe de l'armée, de la junte, du flicage des Algériens à l'intérieur du pays. Et, en fin de compte, même si vous faites le plein, vous ne serez qu'une petite représentation. Vous aurez peut-être la satisfaction de pouvoir parler, de pouvoir faire des vidéos YouTube, les diffuser au niveau du peuple, pour voir que vous n'êtes pas comme les autres partis, que vous disiez votre mot. Mais ça s'arrêtera là, Oui. Vous ne changerez rien. Oui, effectivement. Voilà encore une autre raison de participer. Ça fait partie des raisons de participer parce que ça va permettre une décontentation, ça va permettre de démystifier, de démasquer en tous les cas ce pouvoir pour lui dire qu'effectivement, au moment où il fraudait en aval, ça pouvait passer, mais que maintenant qu'il fraude en aval, en amont, en large et en long, il est démasqué. C'est ce que nous avons en tous les cas
suggéré, c'est ce que nous avons défendu. Il est en tout cas démasqué ça. De un. La deuxième des choses, nous le savons, nous l'avons dit. Je viens de vous dire qu'en attendant qu'advienne le grand changement, nous sommes à la recherche de petits espaces, de petits îlots de liberté et d'expression. C'est le seul enjeu que nous donnions, en tous les cas, à cette élection. C'est terrible, hein? C'est terrible. Oui, c'est terrible qu'un parti politique de votre envergure en arrive à n'avoir d'ambition qu'un petit espace d'expression, parce que tous les autres espaces d'expression lui sont fermés. Oui, c'est terrible. C'est terrible, mais ce n'est pas l'ambition du RCD, c'est l'ambition. C'est l'un des objectifs assignés à notre participation. Ce n'est pas l'objectif du RCD. L'objectif principal du RCD, c'est la construction d'un rapport de force en faveur d'un changement radical et pacifique du système. Alors, essayez de rester encore un peu avec nous. Oui, je termine, Jamal, termine rapidement. Oui. Nous ne sommes pas, il faudrait que les Algériens, il faudrait que les partis politiques, il faudrait que les acteurs politiques comprennent une bonne fois pour toutes que nous ne sommes pas dans un système politique normé où les normes de la démocratie, de la compétition transparente sont respectées. Nous sommes dans un système autoritaire qui organise des élections, non pas pour offrir une alternative aux Algériens, mais pour renouveler son personnel politique. Donc, on doit tous comprendre tout cela et ce n'est pas aujourd'hui rendre hommage que de dire que le RCD, en tous les cas, a comme ambition de prendre quelques strapontas. Ce n'est pas notre ambition, c'est notre objectif à l'occasion de la participation aux élections, mais notre objectif, c'est le changement radical de ce système, c'est le changement du séparatisme, c'est le changement des responsables qui sont à l'origine de la gabegie, de la prédation et de tout ce sous-développement que vivent les Algériens. Alors, essayez de rester encore un peu avec nous parce que je vais donner la parole à Samir. Je vais lui demander ce qu'il pense de votre démarche RCD. Peut-être que si vous restez avec nous, vous pourriez répondre éventuellement. Samir. Vite fait, d'abord, quand j'ai vu le monsieur arriver, franchement, je voulais lui dire mon encouragement à résister. En fait, moi, je les encourage, les gens et du nouveau RCD, moi j'appellerais ça du RCD nouveau, de cette nouvelle génération du RCD qui, à mon sens, depuis le Hirak, a montré de quel côté elle se situe. Ça n'a pas toujours été le cas, désolé, même si ça ne plaira pas à tout le monde que je dise ça. Mais moi, j'ai envie de les encourager, ces gens ou ces jeunes, et leur dire bon courage, parce qu'ils essayent de faire de la politique dans des conditions, mon Dieu, comme tu viens si bien de le dire, c'était pertinent de faire la remarque, être réduit à avoir ça comme ambition. Des fois, on se dit, il vaut mieux aller s'occuper de son jardin. Même si Rachid dit non, il ce répond, n'est pas notre seule il n'y a pas de souci, ambition. il n'y a pas de souci. Il est porte-parole de son parti, il fait son boulot, il le fait correctement, à mon avis. Et donc, réduire, c'est dire à quel point on a réduit le champ politique à ça. Oui. Et du coup, comme on le disait l'autre fois, c'est comme ne pas faire de politique. On nous empêche, on empêche les Algériens, on en arrive à dire des choses comme celles qu'on vient d'entendre sur le fait de faire de la politique, à quoi ça sert, quel est notre objectif, quelle est notre ambition. En fait, notre ambition, c'est rien, tout simplement. C'est terrible. C'est terrible parce qu'un pays qui, politiquement, est posé sur ce genre de schéma, il est mort. Il est mort. Comment ce régime a réussi à enfermer tous ces gens-là dans un... C'est la dictature, Djamel. C'est incroyable. Je pense que nous, les un point Algériens... de grands partis qui sont composés de gens éminemment compétents, on arrive à être réduit à ça. Oui, je pense que nous, à mon avis, nous les Algériens, on peut le dire, je pense qu'on a 2 ou 3 doctorats en dictature. On est formé en dictature. Ça veut dire ça fait 60 ans qu'on vit la dictature, au sens où on l'a observé, mais on l'a observé jusqu'à devenir 3 fois docteur PhD en matière de dictature. Ils nous ont, je veux dire, dominés par la force, empêchés de vivre, de respirer, empêchés de faire de la politique, etc., mais d'une manière extraordinaire. Nous,
nous qui essayons de nous exprimer sur la place publique, sur ces sujets, ou de venir au rassemblement, de nous exprimer, de nous solidariser avec ceux qu'on jette en prison et tout, on a eu le loisir, mais en long et en large, de le constater, Jamal. Je pense que tu en fais partie. Oui. Nous le constatons tous les jours. Nous sommes dans une dictature, une des dictatures la pire qui soit. On aurait pu nous taire un petit peu et laisser faire un petit peu, même s'il ne faut jamais le faire, parce que c'est de la folie de laisser faire une dictature. Oui, on ne va pas expliquer ce genre de choses, c'est le béaba. Mais on aurait pu laisser faire un petit peu si c'était une dictature qui, quand même, réussissait à faire fonctionner le pays sur certains secteurs, comme on le voit dans certains pays où la dictature elle est violente, méchante et tout, mais où ils ont développé leur pays, ils l'ont positionné sur les premières places sur certains sujets, sur les universités, etc. Nous, c'est, mon Dieu... C'est la médiocratie dans toute sa splendeur. Il faut qu'on se débarrasse de cette dictature. Il n'y a aucune raison qu'elle reste, en fait. Et voilà. Sinon, moi, je dirais quand même aux camarades du RCD, je ne pense pas que ça puisse convaincre les Algériens, même si je ne leur dirai pas comment ils doivent faire de la politique. Ils sont majeurs et vaccinés. C'est un parti politique qui a son histoire et ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Ils ont leurs analystes et ils font leurs analyses comme ils veulent. Moi, je ne partage pas cette analyse-là. Spécialement quand on est issu du Hirak, comme c'est le cas du nouveau RCD. Moi, j'ai vu les jeunes du Hirak, ils étaient étonnés de voir le RCD participer, même si il faut prendre en compte le côté légal qui fait que la loi t'oblige à participer. Sinon, l'épée de Damoclès. Voilà. Mais du point de vue politique, puisque le monsieur se revendique de cette analyse politique, il dit nous participons parce que nous avons besoin d'un micro pour dire que Yal Khawa, on ne sert à rien. Et je pense que les Algériens ne partagent, à mon avis, les Algériens ne partagent pas cette analyse. La meilleure des positions, c'est celle que nous apprend le peuple d'une manière très sage, c'est de boycotter ce régime et de faire front contre le régime, de faire front avec le peuple contre le régime. Rachid Hassani, si vous voulez répondre. Oui, d'abord, je voudrais apporter un petit éclaircissement. Il n'y a pas de néo-RCD, il y a un seul RCD. Nous assumons toutes les positions depuis la naissance du parti jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des positions dans des conjonctures bien définies, bien déterminées, que nous assumons en tous les cas à chaque conjoncture ces positions politique. J'éclaircis encore un autre point, je n'ai jamais dit et je ne voudrais pas en tous les cas assumer les propos du monsieur qui nous dit que notre participation ne sert à rien. Je pose une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui les Algériens voudraient bien qu'un outil entre leurs mains, comme le RCD, un outil politique qui leur sert en tous les cas d'instrument pour encore continuer à lutter est une bonne chose, ou la mise à mort d'un outil comme le RCD sert à quelque chose? Ma foi, aujourd'hui, en tous les cas, nous pensons au RCD que cet outil doit être préservé. La revendication du changement, ce n'est pas l'apanage du RCD seul, c'est l'apanage de tous les Algériens, de toutes les Algériennes, en tous les cas, et puis de liberté et de justice, à travers leur élite politique, syndicale, universelle. C'est à eux, en tout cas, qu'échoue la responsabilité de construire un rapport de force, parce que la politique est un rapport de force. Nous ne participons pas pour cautionner un régime, nous participons en tous les cas pour démasquer les pratiques de ce régime. Nous participons, comme je vous l'ai dit, pour arracher des espaces et des tribunes d'expression. Là, l'équation est très simple. L'équation est très simple parce que nous ne voudrions pas encore donner l'illusion aux Algériens. On ne peut pas, avec quelques listes et quelques wilayas dans tous les cas où nous sommes présents, où nous participons, dire aux Algériens, mentir aux Algériens pour leur dire que nous allons en tous les cas changer les choses. Nous allons essayer en tous les cas d'être
des Algériens, de porter la voix des Algériens dans les institutions qui sont devenues des institutions alibées. Nous avons vu l'unanimisme de cet APN, en tous les cas, qui a voté toutes les lois liberticides. Et il a voté des lois liberticides que l'Algérie, depuis 1962 jusqu'à 2020-2019, n'a pas voté. Donc, c'est cet unanimisme que nous voulons casser. Nous voulons participer, en tous les cas, pour démasquer ce pouvoir, pour porter la voix des Algériens et pour dire tout lire des Algériens et le ras-le-bol des Algériens dans les institutions. Voilà le sens que nous avons donné à notre participation. Mais ce n'est pas en tous les cas avec quelques députés que les choses vont changer. Il faudrait que les Algériens comprennent une bonne fois pour toutes, je vais le redire autant de fois qu'il faut, que nous vivons dans un système politique qui n'est pas normé, qui est un système politique qui se veut, qui se donne à travers la loi l'image d'un système politique démocratique et qui accepte l'alternance, mais qui dans les agissements, les pratiques, comme la pratique en tous les cas et l'utilisation de l'article 200, est un système autoritaire en tous les cas qui fait dans le filtrage des listes et le filtrage des représentants des Algériens. Rachid Hassani, secrétaire national à la communication du RCD, merci de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'invitation. Merci. Samir, le mot de la fin. Juste entre guillemets, ça dit les décisions du RCD et tout, moi je respecte, ils sont maîtres de leurs décisions et ils feront comme ils voudront et le peuple décidera en fait, hein, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide du comment il voit les choses. Le mot de la fin, juste pour le boycott, c'est ce qui va se passer à mon avis. Les Algériens vont boycotter et moi j'appelle pas le peuple algérien à faire quelque chose, j'appelle les élites, notamment les partis politiques, notamment les vrais partis politiques, pas ceux qui sont aux ordres et qui sont là pour valider ou donner un semblant de légitimité à un régime qui n'est pas du tout légitime, puisqu'il trafique les élections, il violente la société du point de vue politique, etc. Moi, je dis à ces élites-là, au vrai, rejoignez le peuple. Faites ce que dit le peuple. Il a une certaine sagesse, le peuple, et ne dites pas que vous n'avez pas entendu son message. Il l'a crié tellement fort que des amis qui sont au fin fond de la Chine, ils ont entendu le message. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu le message. Rejoignez le peuple, et c'est avec le peuple qu'on changera les choses, pas tout seul, en croyant qu'à trois, on va faire la révolution. Ça ne se fera pas comme ça. Merci beaucoup, Samir, pour ces mots. mots. Je crois que ce régime, en voulant conjurer la menace qui pèse sur lui, celle d'un vrai boycott, encore une fois, en essayant de la conjurer, cette menace, je crois qu'il a réveillé quelque chose. Ah oui. Et les gens vont comprendre d'autant plus que ce boycott, c'est le digne successeur du Hirak. Et que ça risque de chauffer pour le régime, pour ne pas dire plus. Oui. Merci Samir, merci Rachid, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée.